Oui, bonsoir. D'abord, merci, vous êtes nombreux. Ça me reporte il y a très longtemps. Pour la plupart d'entre vous, j'étais à votre place. J'étais à votre place il y a longtemps, à l'école normale, des instituteurs. Encore? Bon, alors je vais le coller au manteau, mais j'ai déjà une barbichette, ça fait beaucoup. Hein. Donc, à l'école normale Molitor, dans le 16e arrondissement. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques souvenirs qui affleurent, et c'est la nostalgie, mais c'est intéressant. Donc, ce soir, nous allons évoquer... Alors, justement, ce ne sont pas les rythmes scolaires que nous allons évoquer, parce que l'expression est inexacte. Et non seulement elle est inexacte, mais en même temps, employer cette expression, ça provoque des remarques, ça provoque des controverses, ça provoque des problèmes particulièrement importants au niveau de l'État. Je n'exagère pas. Pourquoi? Parce que rythme scolaire, ça ne veut rien dire. C'est les rythmes de qui? Des élèves, des enseignants, des parents, scolaires. Est-ce que c'est des rythmes chronobiologiques, chronopsychologiques, ou c'est simplement l'organisation de notre temps scolaire qui est rythmée par les vacances, qui est rythmée par les heures d'entrée, les heures de sortie, par les jours de repos. Donc, vous voyez, c'est un mélange, c'est confus. Et dans cette confusion, eh bien, on mélange tout. On mélange tout et ça explique pourquoi. Et entre parenthèses, ça touche aussi ces rythmes scolaires que je vais appeler aménagement du temps scolaire, ça touche la société dans son ensemble. Je veux dire par là que, à partir du moment où vous modifiez la journée, la semaine ou l'année, ce ne sont pas uniquement les enseignants, ce ne sont pas uniquement les élèves sur lesquels il y a un impact, c'est la société dans son ensemble, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, l'approvisionnement du prix unique, ça veut dire tout simplement les transports, quels qu'ils soient, ça veut dire tout simplement le fonctionnement de certaines usines, ça veut dire tout simplement l'organisation des vacances des familles. Alors quand vous imaginez que vous touchez à l'aménagement du temps scolaire, vous imaginez que chacun va réagir en fonction de son intérêt propre. Et là, c'est là où ça devient délicat, parce que l'aménagement du temps scolaire, et je vous le redirai tout au long de mon propos, c'est fait pour les enfants, pour améliorer leur apprentissage, améliorer leur bien-être, et qu'ils se développent culturellement d'une façon satisfaisante, si ce n'est plus que satisfaisante. Alors en France, métropole, mais vous en avez entendu des échos, je reviens sur les rythmes scolaires parce que c'est le terme employé. Les rythmes scolaires ont toujours été, depuis 1984, une affaire d'État. Nous sommes là vraiment, en Europe, on peut dire à la limite dans le monde, le seul pays qui se préoccupe aussi fortement de l'aménagement du temps et du temps scolaire. Aménagement du temps scolaire. Aucun pays en Europe, même les pays les plus touristiques. Il se trouve que en 2011-2012, le ministre de l'époque, qui s'appelait Luc Châtel, avait convoqué une conférence nationale sur les rythmes scolaires. Parce qu'il voulait changer, et je vous dirai un petit peu où on en est arrivé avec Luc Châtel, mais en même temps, une journée de travail avec les ambassadeurs, les différents ambassadeurs des pays européens. Donc il y avait, là c'était les conseillers culturels plutôt, donc de l'ensemble de l'Europe, ils étaient une 25. Aucun, j'ai bien dit aucun, pour aucun qui était présent, le temps scolaire n'était une préoccupation, plutôt l'aménagement du temps scolaire, les rythmes scolaires n'étaient une préoccupation. Même l'Espagne, même l'Italie, qui sont des pays particulièrement touristiques, c'était pas une préoccupation, c'était géré d'une façon ordinaire dans le fonctionnement du système éducatif du pays. Mais chez nous, vous touchez à ce dossier, ça remonte directement, j'ai bien dit directement, je
j'en ai des preuves puisque je me suis occupé de ce dossier pendant un certain nombre d'années, au président de la République. Ça a commencé avec Mitterrand. Après Mitterrand, ça a été Chirac, qui ont eu en main et qui ont joué, je dirais, dans le sens, une politique ou pas de politique, ou modifiée ou pas. Et ça partait de l'Élysée. Ensuite, vous avez eu M. Sarkozy. Après, vous avez eu M. Hollande. Et tous ces présidents de la République ont, je dirais, demandé à leur ministre de l'Éducation nationale de mettre en place une nouvelle politique. Sauf un à travers ce que j'ai dit, c'est Nicolas Sarkozy qui, lors de sa campagne électorale, n'avait pas mis ce point dans son programme. En revanche, Hollande l'avait mis, en revanche, Chirac l'avait mis, et en revanche, Mitterrand l'avait mis. Donc vous voyez, chez nous, c'est quelque chose d'incroyable. Vous touchez à ce dossier et il y a des répercussions à tous les niveaux. Bon. Alors, le problème, c'est je suis obligé de bouger. Ça rompt un petit peu, hein, Je me suis permis, pour ne pas, si vous préférez, être dans l'actualité immédiate, et en plus c'est très important, me semble-t-il, de vous présenter un de mes travaux qui a été de regarder à travers l'histoire, depuis 1882, en France, quelles avaient été les modifications du temps scolaire. Et pourquoi on avait modifié le temps scolaire. À ma grande surprise, donc j'ai repris tous les textes depuis 1882 jusqu'en 2018-2019. Hein. Aussi bien les circulaires, les arrêtés, les lois. Alors, premièrement, l'aménagement du temps scolaire, pendant un siècle, 1882-1982, n'a concerné presque uniquement que le calendrier scolaire, que le calendrier annuel. C'est seulement après qu'on a commencé vraiment à travailler sur la journée et sur la semaine. Mais, alors, le calendrier scolaire, par exemple, à la sortie, donc, c'est l'instauration de la Troisième République en 1882, c'est les lois Jules Ferry, qui crée l'école laïque, gratuite et obligatoire. Donc, vous me direz quel est le rapport avec le temps scolaire? Eh bien, le temps scolaire à cette époque-là est très long. Contrairement à ce qu'on pense, on vous parle dans la mémoire collective, aux grands-parents, etc., aux parents, mais avant, les vacances étaient beaucoup plus longues. Faux. Faux pourquoi? Parce que, alors ça dépend jusqu'où on remonte. Hein. Si on remonte jusqu'en 1894, par exemple, eh bien, à cette époque-là, l'école maternelle a 15 jours de vacances. J'ai bien dit 15 jours, et c'est des vacances d'été. L'école élémentaire primaire a 1 mois, mais pour l'école élémentaire, c'est 15 jours facultatifs. À la demande des familles, à la demande de la commune, les vacances peuvent être supprimées, et l'école est ouverte. Et derrière ça, vous voyez que l'organisation qui décide du calendrier scolaire à cette époque-là, c'est le préfet. Donc, on peut avoir autant de calendrier scolaire, entre guillemets, d'abord qu'il y a le préfet, et derrière, au niveau des communes. Ça semble tellement impossible de nos jours, on a du mal à comprendre. Donc, ce temps, il est très long. Donc, puisqu'il n'y a que des vacances d'été assez courtes, et il n'y a que des vacances d'été, il n'y a pas les courtes vacances. Et puis le temps de la semaine est très long, 30 heures. 30 heures dans la journée, 30 heures dans la semaine, pardon. Et, attendez, j'ajoute une activité du dimanche qui se passait régulièrement, conduite par le directeur, mais aussi par un spécialiste de l'art militaire, c'est-à-dire qu'on organisait le jeudi ou le dimanche les bataillons militaires. Rappelez-vous, 1882,
avant 1914, c'est la reconquête pour la France de l'Alsace-Lorraine. Donc, vous voyez, ça nous fait du 32, 33 heures. Alors vous me direz quel est le rapport? Ben, c'est pour ça que j'ai quelque part appelé... Ah ben c'est pas ça, mais ça c'est... La période sociopolitique. C'était la période sociopolitique 1882-1922. Sociaux, parce que l'école est ouverte à tous et est obligatoire, avec le temps de présence obligatoire. J'ai bien dit obligatoire, le temps de présence. Si les parents ne mettent pas leur enfant à l'école, j'ai bien dit s'ils ne mettent pas leur enfant à l'école, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 4 demi-journées dans le mois, ils sont convoqués par une commission éducative. S'ils ne se présentent pas à la commission éducative pour donner les motifs de l'absence de leur enfant à l'école, ils sont d'abord mis au pilori. Mis au pilori, ça veut dire inscrit sur une feuille qui est déclarative, nom, prénom, etc., la cause, sur la porte de la mairie. Un moindre mal. Parce qu'après, dans la foulée, vous avez l'amende financière. Une amende 10 à 15 euros, 10 à 15 francs hors. Et puis vous avez la prison. Donc vous voyez, là, l'obligation scolaire et le temps scolaire, donc c'est 30 heures. Vous me direz tout ça, pourquoi? Mais quel est le rapport avec la politique? Il est tout simple. La Troisième République vient de s'installer, elle est fragile. Vous avez des ennemis politiques qui sont là et qui guettent, parce qu'il y a les bonapartistes, les légitimistes, et il faut inscrire la République, il faut bien l'inscrire avec ses principes. Et quelle est la meilleure façon d'inscrire la République? Vraiment, une République stable, c'est l'école, avec les principes républicains, éduquer les enfants, grosso modo, quasiment de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, pour que toutes les valeurs de la République, sur ces générations, s'inscrivent. Il ne faut pas oublier non plus que les parents, à cette époque-là, on leur arrache leur enfant. J'ai bien dit leur arrache. Et puis, tout simplement, vous avez les responsables politiques qui disent c'est à l'État d'enseigner, l'État est le seul détenteur de l'enseignement, et puis certains philosophes parlent de l'obscurantisme des parents. Les parents éduquent mal, les parents ne peuvent pas enseigner. Bon, je passe sur ce sujet-là, mais ce que je voulais vous faire comprendre là, c'est que ce temps de présence à l'école, il n'y a pas de coupure. Si, il y a les fêtes patronales, de temps en temps. Et on arrive en 1922. Vous me direz pourquoi 1922? Parce qu'en 1922, il y a un changement. On augmente les vacances d'été de 15 jours. Pourquoi? Parce qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était une hécatombe parmi les adultes, c'était monstrueux. Et la France est un monde agraire, réellement. Donc il faut des bras pour les moissons, il faut des bras pour les vendanges. Et là, on augmente les vacances pour cette raison-là, pour cette raison économique. On augmente les vacances d'été. On est toujours dans la répartition, c'est-à-dire que c'est les préfets qui décident les vacances. Ensuite, socio-économique, 1922-1961. Là aussi, au cours de cette période, on joue toujours uniquement sur le calendrier scolaire. Donc, vous voyez, en 22, on augmente de 15 jours, et en 36, plutôt 38, on augmente de 15 jours. Vous voyez, j'ai intitulé cette période socio-économique. L'économique, c'est l'aide au monde rural, pour les 15 jours, et pour le social, le Front populaire. Pourquoi le Front populaire? Parce que, en instaurant les congés payés commencent le 15 juillet. Et les vacances d'été, à cette époque-là, commencent le 1er août. Donc c'est Jean Zay qui solennellement réunit tous les inspecteurs d'académie et les recteurs à la Sorbonne en expliquant pourquoi il augmente de 15 jours les vacances d'été. Déjà à cette époque-là, la presse monte au créneau, grosso modo, on donne encore 15 jours à ces fonctionnaires qui ont plein de vacances, etc. Il y a des titres assez ahurissants.
Et Jean Zay demande, en échange, d'une certaine façon, vous êtes, vous, les enseignants libérés, vous avez 15 jours de plus, mais ça devrait vous permettre d'exercer d'autres activités de type social et éducative, c'est-à-dire, à cette époque-là, c'est le grand lancement de l'éducation populaire. Les vacances, les grandes organisations d'éducation populaire naissent à ce moment-là et c'est comme ça que devenir moniteur de colonies de vacances, directeur de colonies de vacances, vous savez, pendant des générations, ceux qui ont encadré les colonies de vacances, c'était les instituteurs, les directeurs d'école. Et ils ne se posaient pas de problème. Ils avaient deux casquettes. Une casquette, quand ils étaient à l'école, une casquette d'enseignant, et une casquette d'éducateur quand ils étaient à l'école. Ce qui explique pourquoi, d'un côté, ils avaient des attitudes éducatives, et des autres côtés, des attitudes d'apprentissage, ça ne les gênait pas. De nos jours, vous voyez, il y a une dichotomie très précise entre l'éducateur et l'enseignant, ce qui provoque un certain nombre de difficultés. Donc là, nous sommes en 38, pendant cette période-là, on assiste à une récupération par le pouvoir de la décision du calendrier scolaire. C'est-à-dire une récupération par le pouvoir, ce ne sont plus les préfets, les maires n'ont plus rien à dire, les vacances, je veux dire, elles sont aussi obligatoires, et c'est le ministre qui fixe le calendrier scolaire par un arrêté. Donc vous voyez là, un grand mouvement, et sans grand changement après la Deuxième Guerre mondiale, on va jusqu'en 61, avec un épisode de toute façon intéressant. Entre 56 et 59, les vacances d'été passent à... Et c'est là que, je dirais, le souvenir collectif part de là, passe à 3 mois. J'ai bien dit 3 mois. Donc, juillet, août, septembre. On partait le 1er juillet, on rentrait le 1er octobre. Mais avec un artifice, entre guillemets, une hypocrisie de l'administration assez superbe, on garde les vacances 2 mois et demi, mais on autorise, entre le 1er juillet et le 15 juillet, on dispense d'être là les enseignants qui ont des activités socio-éducatives, et on dispense les élèves d'être là à la demande des parents. Vous imaginez que les 15 jours comme ça, les écoles étaient complètement vides. Hein. Je m'en souviens, puisque à cette époque-là, j'étais écolier. Donc, vous voyez, ces 3 mois ont duré en fait 3 ans. Et puis après, on est revenu à un système plus équilibré, 2 mois et demi. Et c'est là, au cours de cette période, qu'on voit apparaître les petites vacances qui commencent à naître. Je veux dire, c'est 3 jours, par exemple, en février, à Mardi Gras. C'est Noël, on passe à 1 semaine. Pâques, 1 semaine. Là se crée un petit peu le patron de l'organisation, le patron sur le plan couture, hein, de notre organisation actuelle. Et on arrive en 61. Qu'est-ce qui se passe en 61? Un événement mineur, bon, grosso modo que personne ne remarque. Alors c'est en fouinant dans les textes que j'ai retrouvé ça. Une circulaire de 61 qui fixe le calendrier, comme chaque année, c'est le ministre qui signe l'arrêté. Mais cette fois-ci, pour signer l'arrêté, il faut l'accord du ministre des Transports et du Tourisme. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit de l'influence du transport et du tourisme pour fixer le temps scolaire. Et ça va, je dirais de mal en pis entre guillemets, ça va croître et s'accroître cette influence de l'économique au cours de cette période, c'est-à-dire la période 61-82. Mais d'une façon extraordinaire. Par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi on a créé des zones? Sur le plan progression pédagogique, éducatif, aucune signification. Sur le plan de l'organisation de l'école, aucune signification. C'est uniquement pour des raisons économiques. C'est-à-dire que on commence timidement les vacances de février en 66-67, 9 jours, 2 zones. Et au fur et à mesure que le temps va se passer, on va créer une 3e zone. Et après, on va créer 15 jours. Et après, ça va être Pâques. Alors pourquoi
ces événements à ce moment-là précis? Là, il y a une raison économique très importante, une évolution de la société française phénoménale, c'est les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est bon, le développement économique de la France et le développement aussi, l'arrivée de la société de consommation, c'est-à-dire les vacances, c'est-à-dire les déplacements un peu à l'étranger, mais surtout en France. Je veux dire par là, c'est soutenu par un niveau de vie, de rémunération, c'est soutenu aussi par de nouvelles habitudes. Et là, l'éducation nationale, si vous préférez, se plie devant ce phénomène de société. Ça n'a rien à voir avec nos préoccupations qui sont toujours les mêmes, hein, comment leur faire apprendre de la meilleure façon possible. Et ça va prendre des proportions, mais on va arriver en 1980. Et en 80, c'est assez spectaculaire parce que à cette époque-là, le Premier ministre était le meilleur économiste de France, selon le président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing. Et il s'appelle Monsieur Raymond Barre. Et le ministre de l'Éducation nationale, c'est un chef d'entreprise, un des directeurs de Renault. Vous voyez? Et que commande Monsieur Barre au Conseil économique et social? Il demande de faire une étude de l'impact de la modification du calendrier scolaire sur l'économie. Une étude d'impact, c'est-à-dire aussi bien sur la consommation d'électricité, de charbon, sur la balance des paiements, que des critères économiques. Vous voyez au point où on en est. Et le Conseil économique et social rend sa copie et dit la meilleure façon de rentabiliser tout ça, c'est de créer 5 zones l'été. Bon. Que fait le gouvernement? Nous sommes en 80. Le gouvernement, et plutôt le ministre de l'Éducation nationale, mais le gouvernement. On va beaucoup, beaucoup plus loin. On crée, et c'est là où grosso modo, il y a... Ce souvenir s'est évanoui, même, je veux dire, parmi ceux qui étaient présents, qui étaient recteurs. Alors, par exemple, ce que j'ai évoqué tout à l'heure lors de la conférence nationale sur le rythme scolaire, je sors, entre guillemets, cette information au niveau du comité de pilotage. Il y a des anciens recteurs qui sont là, il y a des inspecteurs généraux. Ils me regardent tous comme si j'avais proféré quelque chose d'une insanie. C'est Georges, tu perds la boule. Quand je dis, vous savez, entre 80 et 82, alors j'aurais posé la question. Ils sont tus. Même le ministre n'a pas osé. Je dis combien il y avait de zones en 80, 81, 80, 82. Silence. Peut-être, vous le savez? Non, vous êtes trop jeunes, tous. 28 zones. J'ai bien dit 28. Pourquoi? Parce qu'on avait déconcentré le pouvoir de fixer le calendrier scolaire. C'est-à-dire que chaque recteur avait l'attitude de fixer ses vacances en accord, bien sûr, avec les forces économiques, sociales de son académie. Et puis avec des garde-fous tout de même. Mais là, ce que je vous donne entre parenthèses, là, vous savez, je vous raconte l'histoire et des formes différentes de calendrier scolaire. Mais quelque part, ça peut peut-être vous donner des idées, inspirer des propositions aussi par rapport à votre situation. Par exemple, la déconcentration, par rapport à ce que je viens de dire, qui a le pouvoir. Donc, on assiste tout simplement à des décisions de proximité, mais au niveau académique. Par exemple, vacances d'hiver dans certaines académies, une académie, 3 jours. Vacances de février, dans certaines académies, 15 jours. Dans d'autres académies, on a créé des vacances particulières, des vacances du mois de mai, pour, vous savez, éviter les ponts successifs, dont certains, notamment le recteur de Reims, a créé 15 jours au mois de mai, Pentecôte mai. Mais il faut bien sûr garder l'ensemble. Je veux dire qu'on ne touche pas aux 314 demi-journées. L'année scolaire, c'est 314 demi-journées. Vous les répartissez comme vous voulez, à condition de ne pas nous faire des vacances plus longues de 11 semaines. Vous pouvez commencer le 1er juin et terminer le 1er octobre.
vous faites comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les départements, par exemple, littoraux, sur la Méditerranée et sur l'Atlantique, du côté Pyrénées-Atlantiques. Ah, là, c'est une opportunité super. Nous, on va rentrer les plus tard, puisqu'il y a une très belle arrière-saison, on va rentrer le 15 septembre, même peut-être plus. Et puis, les autres, donc c'est, nous, on va partir juste le 1er... Alors, on autorisait le 1er juin. Aucune académie n'a pris le 1er juin. Les premières à partir sont parties le 15 juin. Mais alors, c'était un fiasco le plus complet. Faut pas oublier que dans cette décision était partie prenante, parce qu'à l'éducation nationale, un peu comme chez vous, il y a un conseil supérieur de l'éducation où les forces économiques sont présentes. Les syndicats, mais pas uniquement les syndicats enseignants, les syndicats économiques, hein. Notamment le CNPF. Alors CNPF, c'est le MEDEF, syndicat des patrons. C'est le syndicat des patrons qui était monté au créneau, le premier, pour avoir justement ce maximum d'étalement, parce qu'un maximum d'étalement, c'est un maximum de rentabilité de tous ceux qui participent au tourisme. Alors, pour vous me dire, pourquoi est-ce que ça a été un fiasco complet? Parce que contrairement à ce qu'on attendait, les Français ont pris leurs vacances sur la partie commune, là j'ai bien dit la partie commune, de tous ces 28 calendriers. Il n'y en avait pas 28 parce qu'il y avait certains qui avaient pris le même calendrier que l'académie d'à côté, hein. C'est-à-dire qu'on a réduit les vacances d'été, au contraire de les allonger, entre le 14 juillet et le 15 août. Et ça a provoqué, mais vraiment, un chaos au niveau de l'organisation des vacances collectives. Comment voulez-vous organiser une colonie à Toulon, par exemple, dans des lieux scolaires, alors qu'à Toulon, dans les lieux scolaires, ils ne vont partir qu'après le 15 juillet, quand c'est pas le 20 juillet. Les locaux occupés. Et puis, l'encadrement. Qui est l'encadrement à cette époque-là, à travers ce que je vais dire? C'était en majorité des enseignants, directeurs d'école ou instituteurs. Et eux, ils n'étaient pas en vacances, ou ils étaient en vacances. Donc, impossible d'organiser les vacances collectives, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, sur la partie commune de l'ensemble des zones. Donc, on est vite revenu à une solution différente. Il y a eu un tollé général de la part des pédagogues, de toutes les professions de santé, les pédiatres étaient montés au créneau, mais c'est incroyable. Utiliser le temps scolaire pour uniquement au niveau de l'économie. La priorité, c'est les enfants, c'est l'école. Donc, on va arriver à cette période. La période psychopédagogique. Alors là, devant le tollé général, le gouvernement a pris la bonne décision. Il a redemandé un rapport au Conseil économique et social, cette fois-ci, en demandant en quoi la modification du temps scolaire pourrait modifier le comportement, la réussite des enfants et en même temps améliorer l'école. C'était la bonne question. Et les réponses sont arrivées vite parce qu'il y avait des travaux déjà antérieurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Les chronobiologistes, les chronopsychologues, les pédiatres dénonçaient tous le surmenage scolaire. Et le rapporteur, qui était lui-même un médecin pédiatre, le professeur Lévy, a rendu son rapport. Donc le deuxième rapport, qu'est-ce qu'il préconisait? Tout simplement, il préconisait ce que va être pris en compte et qui reste jusqu'à nos jours. Hein. Les apprentissages, pour être efficaces, ne doivent pas être concentrés. Déconcentrer les apprentissages, les étaler dans le temps, donc alléger la journée, étaler dans la semaine et étaler dans l'année. Et il proposait comme calendrier scolaire, mais en liant les trois, hein, en liant la semaine, en liant la journée, la semaine et l'année, il proposait des périodes de travail de 6 semaines, entrecoupées de périodes de repos de 6 à 10 jours, à partir de leur constatation, hein, c'est pas l'effet du hasard. Voilà comment, et il préconisait aussi, deuxième élément, qu'il y ait une véritable articulation entre le scolaire et le périscolaire.
Pourquoi? Pour que tous les enfants aient accès à la culture d'un côté et au sport de l'autre. Une articulation scolaire-périscolaire. Voilà les deux axes qui étaient préconisés par le professeur Lévy. C'est là qu'entre en jeu, malheureusement, mais vous allez dire que le jeu est un petit peu excessif, mais c'est là que j'entre en jeu. Je viens d'arriver au ministère, et on me confie, je suis le chargé de mission du directeur des écoles, et après du directeur des collèges, et on me confie, pas ce dossier parce qu'il n'existe pas, mais on confie le dossier des actions éducatives. Et on me dit, le ministre voudrait un petit peu renouveler la formule du calendrier scolaire, etc., etc. Et je me penche sur les travaux. Parce que ces travaux existent, tout le monde les connaît, mais jamais l'administration n'en a tenu compte. Donc, je fais mon projet, que je passe à mon directeur général, et qui passe au ministre. Et c'est quoi ce projet? C'est tout simple, c'est le calendrier 7-2. C'est-à-dire un calendrier où vous avez 7 semaines de travail, 2 semaines de repos, 7 semaines de travail, 2 semaines de repos jusqu'à la fin de l'année. Avec des vacances d'été qui ne sont plus de 2 mois, mais d'1 mois et demi. Alors vous me direz, mais pourquoi vous avez fait ça? C'était tout simple. D'abord, les 15 jours, dans les études qui étaient publiées, disaient qu'il fallait entre 10 à 15 jours pour que l'enfant récupère de la fatigue de la période de travail antérieure. Et puis, nous avons un calendrier incontournable. On a les fêtes Noël, Pâques, etc. Donc, il faut construire à partir de ces éléments, de ces points d'ancrage. Donc, 7-2. Mais, donc, 7-2, j'ai raconté l'anecdote à des collègues tout à l'heure. C'était une période, je dirais que les syndicats ont été consultés, les associations complémentaires de l'école, mais aussi les familles. Tout le monde a été consulté. En moins, j'ai bien dit, 1 mois et demi, entre le moment où j'ai déposé la proposition et que c'était Chevènement à cette époque-là, qui était au ministère, toutes les consultations et le calendrier est sorti comme une lettre à la poste. Et imaginez de nos jours, je veux dire, vous touchez une demi-journée, même pas une demi-journée, vous touchez 1 heure dans un calendrier scolaire hebdomadaire, c'est tout de suite l'émeute. Donc, on en est là, mais ça ne suffit pas. Là, on a bien travaillé sur le calendrier scolaire, mais c'est pas le calendrier scolaire en soi qui est important, à travers ce que je vous ai dit. C'est la journée et la semaine. Donc, alléger la journée et intégrer dans la journée des moments où il y a comme vous dites, comme nous disons, les apprentissages fondamentaux, les temps de repos, les activités sportives et culturelles. Alléger la journée, donc ça veut dire quoi? Si vous allégez la journée, d'abord, il faut répartir dans la semaine et aussi répartir dans l'année. Ça veut dire des vacances d'été qui sont plus courtes. Mais le calendrier scolaire en tant que tel est une variable d'ajustement de cet allègement. Il n'existe pas en soi. Je veux dire qu'on n'a jamais démontré qu'un calendrier scolaire avait déclenché des rythmes particuliers chez les enfants et chez les adultes. Vous voyez, les rythmes chronobiologiques, ils sont innés. Les chronopsychologiques sont en rapport avec l'activité à l'école, mais il n'y a pas de rythme, comme on dit, long. Il y a les rythmes circadiens et les infradiens, non. Donc, vous voyez, contrairement, je déplace le problème. Pour certains d'entre vous, le calendrier scolaire, peut-être pense-t-il, est essentiel. Il n'est pas essentiel. C'est simplement dans un tout. Alors oui, ça se passe en plus dans un moment d'évolution administrative extraordinaire. Je veux dire par là qu'entre 81 et 85 sont publiées les lois de décentralisation. C'est-à-dire l'autonomie des établissements. C'est-à-dire, dans le cas précis, on va sortir, et il se trouve que j'en ai été la plume, une circulaire pour compléter le calendrier scolaire. La première circulaire qui s'intitule « Aménager le temps scolaire dans les écoles élémentaires ».
Et cette circulaire se termine par des graphiques, des dessins, des petits dessins qui proposent, j'ai bien dit qui proposent, rien d'obligatoire, qui proposent aux écoles et aux communes, il y a deux options. Une option où l'articulation scolaire périscolaire se situe au milieu, c'est-à-dire à la pause méridienne. Ça respecte beaucoup plus la chronobiologie, puisque c'est une période de moindre efficience intellectuelle. Et la deuxième proposition, c'est le périscolaire se trouve en fin d'après-midi, mais un après-midi allégé. Et surtout, les maternelles, je dirais, ne sont pas concernées. C'est uniquement l'élémentaire. Alors, quand il y a eu la dernière réforme des rythmes scolaires, j'ai été consulté. Donc, j'ai rencontré le ministre et son directeur. Je leur ai dit, ne vous lancez pas dans ça. La maternelle, c'est tellement difficile. Je veux dire que les rythmes des enfants à la maternelle, c'est tellement fragile. Et en même temps, il faut du personnel petite enfance. Pour construire le périscolaire avec la petite enfance, il faut des spécialistes. Malheureusement, de ce côté-là, je n'ai pas été écouté. Et les premiers accros à la réforme des rythmes scolaires en 2013 sont venus des maternelles. Sont venus des maternelles parce que les enseignantes ont presque collé pour les maternelles le périscolaire qui existait ou qui construisait à l'élémentaire. Sans compter, je dirais que les parents à l'école maternelle sont, je dirais, plus sensibles à certaines dimensions. Et par exemple, je donne un exemple tout simple. À la sortie à 3h, c'était 3h30, là, par exemple, un exemple. Les enfants devaient rejoindre leur atelier. Les enfants rejoignent l'atelier, et alors la presse s'en est emparée, la radio, la télé, pareil. Il y a eu des exemples où le petit là, en jeune, ça qui commençait en moyenne section ou grande section, on l'a jamais retrouvé, entre guillemets. Si, on l'a retrouvé, mais il était parti complètement. Je veux dire, la surveillance, ça paraît des éléments bénins, mais amplifiés, médiatisés par la presse, à l'affût, surtout les radios, ça a mis un sérieux choc à cette réforme. Donc il fallait bien sûr éviter au départ de mettre les maternelles dans le dispositif, simplement construire avec le personnel, petite enfance de la commune, le dispositif. Bon, ça. Alors derrière, vous avez eu les lois, les décrets circulaires et les principes. Je les ai déjà évoqués. Les objectifs de la période psychopédagogique, ça sera un peu. Je vais vous les lire. Développement de la personnalité de l'enfant. Amélioration des compétences et de la réussite scolaire. Accès de tous les élèves. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels que, je veux dire, qui n'a pas été assez mis en évidence pour ce type de réforme. Accès de tous les élèves aux disciplines de sensibilité sportive. Développement des relations enseignants-élèves, parents, animateurs, fonctionnement de l'école, climat scolaire, organisation pédagogique, articulation scolaire, périscolaire. Si vous mettez-vous en mémoire un petit peu ces objectifs, et on échangera tout à l'heure sur ces points. Ce qui peut vous paraître un peu éloigné, par exemple, le fonctionnement de l'école, le climat scolaire. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué, parce que c'était volontaire, hein, je veux dire, les écoles adhéraient au projet volontairement. Il fallait que le projet soit commun avec la collectivité locale, qu'il soit accepté par l'IEN, c'était l'IDEN à cette époque-là, et il était financé par l'État. Il était financé par l'État à moitié. Donc, moitié État et moitié collectivité locale. Alors là, je veux dire, certains ont hurlé au vol. Le PMU et le loto. Vous me direz pourquoi? Parce que on a affecté une partie des recettes du loto et du PMU, même pas une partie, l'ensemble du budget sur les financements de ces opérations venait de là. Donc,
Bon, c'était une façon d'avoir trouvé cet argent, et j'ai trouvé que c'était très bien parce que, je dirais, personne, je crois que nos gosses sont prioritaires par rapport à ça. Et puis en plus, c'était les bénéfices de sociétés d'État, mais en même temps sur des sujets, je dirais, secondaires. C'était le FNDS, Fonds national de développement du sport. Alors, les orientations politiques, ce que j'ai évoqué avec vous là, tout ce que je viens de dire, on l'a mis en place entre 84 et 98. Alors, comme c'était volontaire, moi j'ai un exemple dans ma commune, j'ai aidé l'inspecteur à mettre en place son dispositif avec le maire, et lorsque le maire nous a reçus, avec l'inspecteur départemental, il m'a dit, Fotinos, c'est super votre projet, mais je ne mettrai pas un sou dans l'opération. 5 ans plus tard, toutes les écoles, c'était d'ici les Moulineaux, étaient en aménagement du temps. Pourquoi? Parce que là, il avait mesuré l'impact positif à tous les niveaux. Je vous ai dit pour le climat scolaire, qu'est-ce que c'est que le climat scolaire dans le cas précis? Ça veut dire que les gosses qui ont des problèmes de comportement, qui sont indisciplinés, etc., arrivent dans ce type de projet, participent à des activités sportives et culturelles, à leur choix, dans lesquels ils se réalisent, et quelque part, l'estime d'eux-mêmes et l'estime des autres, et ben à ce moment-là, elle arrive quasiment naturellement. Et vous avez, dans la théorie des apprentissages, le phénomène de transfert, c'est-à-dire que les compétences que vous avez acquises dans un domaine se retrouvent dans d'autres façons d'autres compétences. Je veux dire, bon, pour schématiser, hein. Vous faites du roller, vous faites de la peinture, vous faites du montage électrique, etc. Ça demande une intelligence, ça demande de connaître des différentes données. Hein. Et bien, ça se retrouve, par exemple, c'est les instituts qui me le disaient, ça se retrouve dans le calcul, ça se retrouve dans la géométrie, ça se retrouve dans le vocabulaire. Et ça, à partir du moment où c'est vraiment très bien fait, où l'enseignant est en harmonie avec l'animateur, je vous garantis. Alors, j'ai fait faire une enquête à cette époque-là, une enquête auprès des commissariats de quartier, parce que tous les établissements n'étaient pas en aménagement du temps, puisque c'était les volontaires. Donc, il y avait des écoles, il y en a même pas mal, qui n'étaient pas en aménagement du temps. Donc, un échantillon très précis, un échantillon d'écoles en aménagement du temps scolaire et un échantillon pilote ayant les mêmes caractéristiques que l'école. Et on a mesuré, c'est pas moi qui l'ai fait là dans le cas précis, c'est l'ADEP de l'époque, a mesuré les effets sur les élèves de cet aménagement du temps. Ça ne changeait pas grand-chose pour les élèves qui réussissaient, mais en revanche, pour les élèves en difficulté, en grosse difficulté, qu'elles soient scolaires ou psychologiques, ça a eu un effet très positif. Et ça, c'était une des rares, mais très très rares, évaluations faites par le ministère sur ce sujet-là. C'était en 87. Alors, pour revenir à Ségolène Royal, tout ça a bien fonctionné et l'effet d'exemple a fait qu'en 1996, vous aviez volontairement 5600 contrats d'aménagement du temps scolaire qui avaient été signés conjointement par l'école et la collectivité locale, et 2,5 millions d'élèves. Volontaires. Et le lien entre le périscolaire et le scolaire fonctionnait vraiment bien, puisque on avait institué la démarche de projet commun. Projet commun entre l'enseignant et l'animateur, avec des objectifs, les objectifs comportement et réussite. Et au bout d'un certain temps, ça fonctionnait. Lorsque Ségolène Royal est arrivée, Ségolène Royal a été à un moment ministre délégué à l'enseignement scolaire, à l'enseignement alimentaire, pardon. Non, à l'enseignement scolaire. Et elle a cassé le lien entre le périscolaire et le scolaire. C'est-à-dire, elle a cassé le lien entre l'animateur et l'enseignant. Alors, pour des raisons
d'ordre politique. Je veux dire, certains syndicats d'enseignants n'étaient pas particulièrement contents de travailler avec des animateurs, ces êtres entre guillemets de seconde zone, qui n'avaient pas les diplômes et grosso modo qui n'avaient pas les compétences. Pour schématiser, hein, mais c'est ça. Et puis en plus, c'était empiéter sur une profession, l'animateur empiétait sur un territoire qui n'était pas le sien. Donc pour satisfaire les syndicats, on a coupé, c'est-à-dire que les textes suivants sur l'aménagement du temps ont bien dit que le lien entre l'école et le périscolaire n'était pas obligatoire, était fonction des situations. Alors imaginez que rapidos, un certain nombre de maires ont retiré les animateurs qu'ils avaient dans l'école et certains étaient allés beaucoup plus loin puisque certains animateurs étaient devenus des aides pour le sport et la culture, les aides de l'enseignant pendant son temps obligatoire à lui, l'enseignant. Vous savez qu'il y a tant d'heures vous le savez bien sûr, tant d'heures de PS à assurer, tant d'heures d'art plastique, etc. Eh bien, dans un certain nombre d'écoles, ils étaient accompagnés de l'animateur, le technicien. Ça me fait, là, je vous donne un exemple qui existe de nos jours encore. Ça existe à Paris. À Paris, les professeurs des écoles, bien sûr, sur le papier, ont leurs heures de PS, leurs heures d'art plastique, leurs heures aussi d'informatique, mais la ville de Paris a créé un corps spécial de professeurs de la ville de Paris. Professeurs de la ville de Paris qui normalement accompagnent l'enseignant dans cette discipline, mais en fait, quand vous passez dans les écoles, l'enseignant n'est jamais là et c'est le PVP, comme on dit, qui est là. Alors ils ont vraiment un régime très particulier à Paris. Alors en plus, ce que je vous donne comme information, c'est que tous les directeurs de plus de 5 classes sont déchargés entièrement. C'est la seule ville en France où les directeurs sont déchargés entièrement. C'est une information. Alors, pour revenir à Ségolène Royal, donc elle coupe le lien. Après Darcos, vous me direz qu'est-ce qu'il vient faire Darcos là, Xavier Darcos. C'est Xavier Darcos qui décrète la semaine de 4 jours. Unilatéralement, sans concertation, sans consultation. Je ne sais pas si je vous raconte la petite histoire, l'anecdote, mais la vraie. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Alors que on se connaissait bien, c'était mon doyen de l'inspection générale, et il avait mis en place, dans sa ville, parce qu'il était élu, il était maire de Périgueux, il avait mis en place le dispositif psychopédagogique que vous avez sous les yeux. Il m'avait consulté, on avait discuté, et puis après on s'est revus, et il m'a dit, Georges, j'ai pas pu faire autrement. C'était un ordre venu d'en haut. Et je mets entre guillemets ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu te démerdes. Point. Et ça s'est passé comme ça. Je veux dire que là, cette arrivée de la semaine de 4 jours en 2008 a été d'une brutalité inouïe. Après la conférence nationale sur les rythmes scolaires, je l'ai évoqué avec vous, c'est Luc Châtel qui a réuni un ensemble de compétences ou du comité de pilotage, mais aussi qui a sensibilisé la France entière, la France métropole. Je veux dire que tous les conseils d'école ont eu à réfléchir, j'ai bien dit tous les conseils d'école et tous les conseils d'administration des établissements secondaires, tous les DAZEN, à cette époque-là c'était pas les DAZEN, c'était les inspecteurs d'académie, ont été obligés de faire des réunions, les recteurs aussi. Un site informatique a été ouvert à tout internaute pour donner son avis sur ce sujet-là. Et, in fine, on a consulté, je vous ai raconté la rencontre avec les conseillers culturels, pour savoir un petit peu comment ça se passe à l'étranger. Certains d'entre nous sont allés au Danemark, en Finlande. Donc ça a duré 1 an, cette conférence nationale sur le rythme scolaire. Et on a abouti à un rapport qu'on a rendu à Châtel. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il proposait? Nous sommes en 2011. Eh bien, il proposait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on allégeait la journée, considérablement. On crée 1 heure d'activité périscolaire accrochée au projet d'école ou au projet d'établissement. Le mercredi était travaillé
mercredi matin. Et bien sûr, puisqu'on a allégé la journée, et que bon, il y avait que le mercredi matin, on ne voulait pas mettre le samedi, pour vous devinez pourquoi, on diminuait les vacances d'été. On a reçu tous les syndicats, ils ont été, etc. Et on avait reçu, il y avait une sorte de consensus sur les grandes lignes de cela. Vous vous rendez compte? Nous sommes en 2011. Et Châtel s'était engagé à mettre en place ce dispositif. Et 2011, c'est près de 2012. Et en 2012, les élections présidentielles. Et Sarkozy se représente. Et il décide de retirer à Châtel le dossier aménagement, rythme scolaire, en disant, grosso modo, c'est trop casse-gueule, je ne mettrai pas ça dans ma campagne électorale, dans mon programme. Et voilà comment ce rapport, qui existe toujours, vous pouvez le consulter, hein, c'est très intéressant ce que nous avons fait, pas nous, mais on a repris l'ensemble des informations qui venaient de toutes parts. C'est le rapport du Comité national sur les rythmes scolaires. Ensuite, arrive l'alternance. C'est Hollande qui est élu et qui donne Peillon Premier ministre de l'Éducation. Donc, Hollande a mis dans son programme à la 39e proposition modification des rythmes scolaires. Donc, et tout simplement, c'est la feuille de route. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres propositions, notamment les SP, etc., à mettre en place. Donc, il a sa feuille de route, Peillon. Et Peillon organise la concertation nationale et négociations avec les syndicats. Et on arrive au décret Peillon de 2013. Décret Peillon 2013, qui reprend ce que je viens de vous dire, mais de façon, je dirais, timorée. Timorée parce que dans les exemples que donne le ministère et le ministre pour illustrer cette nouvelle rénovation des rythmes, on voit que tous les après-midi, il y a du périscolaire, mais 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de périscolaire. Quand vous sortez de classe et le temps d'organiser l'activité qui vient, aussi bien sportive, avec tout ce qu'il faut comme matériel, c'est ridicule. Et pour passer, mais là, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons d'emploi pour créer un vaste réservoir d'animateurs. Et puis vous avez aussi le monde associatif complémentaire de l'école. C'est un lieu de ressources pour lui. Donc voilà le décret Peillon. Et à ce moment-là, déjà avec Peillon, certains, surtout par exemple à Paris, directeurs d'école et professeurs des écoles veulent revenir, parce que là c'est la semaine de 4 jours et demi, hein, veulent revenir à une semaine de 4 jours. Et alors, pourquoi ça démarre à Paris, la révolte? J'emploie des mots comme ça, mais c'est pour imager. Hein. Parce que à Paris, la mairie de Paris a trouvé, je dirais, plus facile pour les lieux où peuvent s'exercer le périscolaire, la classe. Pour certaines activités, la classe de l'enseignant. Imaginez la réaction de l'enseignant qui quitte sa classe à 15 heures et qui la laisse à des animateurs et à des élèves. C'est le déposséder un petit peu de son pouvoir et de son territoire. Et là, ils sont vraiment montés au créneau. C'était la première grève la plus importante à Paris. On n'avait jamais vu ça. Les directeurs d'école et les enseignants, la plupart des écoles à Paris étaient fermées. Bon, ça, décret Hamon arrive, je dirais, son rôle, c'est d'assouplir tout ça. Et que fait Hamon? Il offre un nouveau modèle. Vous pouvez regrouper votre temps de périscolaire qui était fixé, vous pouvez le regrouper sur une demi-journée. Oh là là! On pensait que, d'abord, pourquoi est-ce que ça?
C'était à la demande des petites communes qui pouvaient pas organiser tous les jours. Une petite commune rurale pouvait pas organiser un atelier tous les soirs et puis où trouver la personne compétente, etc. Donc, a priori, c'est cela. On prend cette mesure pour regrouper toutes les activités sur une demi-journée. Quelle est la commune qui démarre la première sur regrouper le vendredi après-midi les 3 heures? Lyon. Après, Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cette époque, c'était Colomb, et puis c'était Gaudin. Ça veut dire que l'enseignant est libre le vendredi à 11 heures. Et les activités sont regroupées sur 3 heures. Où est la diversité? L'approche, ce qu'on souhaitait, et surtout, ce qu'on souhaitait, c'est l'allègement de la journée. Il y a un allègement considérable d'une journée, c'est le vendredi. Ça, on est d'accord. Et donc, vous voyez, toutes les dérives, les perversions que ça peut entraîner. Je vous raconte, vous voyez, ce que j'ai vécu, et puis vous ferez une opinion après. Tout ce que je dis là, entre parenthèses, c'est pour vous faire votre propre opinion par rapport à tous ces événements. Et circulaire Najat Vallaud-Belkacem, elle, grosso modo, elle limite la casse en reprécisant que c'est la journée qu'il faut alléger, qu'il faut un emploi du temps équilibré, etc. Et arrive donc l'autre élection présidentielle avec Macron, notre président de la République, et Blanquer. Et c'est Macron dans son programme qui a promis de supprimer la semaine de 4 jours et demi. Donc Blanquer est obligé de suivre cette mesure, mais à la demande, j'ai bien dit, à la demande des communes en accord avec le conseil d'école. Donc actuellement, vous avez, je dirais, 60% de communes qui sont à 4 jours et vous avez 40% de communes qui sont à 4 jours et demi, qui ont gardé l'organisation antérieure. Donc vous voyez, c'est assez complexe, mais on peut se poser la question à chaque fois, mais où est l'intérêt de l'enfant là-dedans? Donc je vais passer vite, parce que les évaluations, elles ont été faites. Voilà, certaines évaluations, en fait, il y en a eu très peu. De vraies évaluations, il y en a eu 2, faites par l'ADEP. Toutes les autres évaluations qui ont été faites par le comité d'évaluation et de suivi, par l'inspection générale, le conseil économique et social, les parlementaires, l'académie de médecine, si vous préférez, c'est à partir d'enquêtes, de satisfaction ou pas. Et donc, si vous préférez, c'est pas un dispositif scientifique expérimental. Hein. En revanche, l'ADEP, je vous l'ai dit, avait mesuré l'effet avec un groupe témoin. C'est tout ce qu'on a. On n'en a que 2. Dans la loi, par exemple, en 89, Jospin avait dit la loi sur l'éducation, l'orientation à l'éducation, non, sur l'éducation dans le cas précis, avait dit on va évaluer le calendrier scolaire. C'est dans la loi. Quels sont les effets, les impacts du calendrier scolaire? Ça a été évalué une fois au bout d'1 an. Comment voulez-vous mesurer les effets d'une organisation sur les individus, sur la vie économique, sur la vie familiale, sur la vie sociale au bout d'un an? Et depuis, alors que c'est dans la loi, le calendrier scolaire n'a jamais été évalué. Là, on va rentrer dans le concret parce que, un peu plus, 3 évaluations. Là, c'est des communes qui nous ont sollicité, nous, dans le cas précis, l'Observatoire des rythmes de vie et de l'enfant. On a créé un observatoire moitié chercheur et moitié organisation. Donc c'est une quarantaine de personnes qui se sont réunies pour créer ce qui n'existait pas, un observatoire des rythmes de vie de l'enfant et des jeunes. Donc on a mené des évaluations à la demande de communes. Pour mesurer les impacts sur le fonctionnement de l'école, l'élève, la famille, la méthodologie,
l'acteur, le questionnaire, le traitement. On a fait ça avec des chercheurs, notamment des chronobiologistes. Les chronobiologistes ont mesuré, et vous verrez qu'ils ont mesuré l'attention, la vigilance. Entre parenthèses, quand on aborde la fatigue, parce que ça a été un grand reproche. Mais cette réforme, elle fatigue nos enfants. Je reviendrai encore sur ce sujet-là, parce que la fatigue, pour la mesurer réellement, c'est tout simple. Soit c'est de la salive, soit c'est à travers des prises de sang. Le reste, ce n'est que ressenti. Ce sont des témoignages. Alors, pour arriver... avec François, il a mesuré la vigilance, c'est-à-dire, il a mesuré 4 fois par jour, avec des tests psychotechniques, faire des tests de barrage, reconnaître des mots, barrer des mots, etc., si la vigilance changeait en fonction de la journée et en fonction du moment. D'accord? Que ce soit à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 18 heures. Donc ça c'est scientifique. Et puis le reste, je veux dire, quand vous interrogez les parents, les parents vous donnent leur ressenti. Alors j'ai trouvé un biais, parce que je me suis occupé aussi de cette partie, de l'autre partie plutôt. C'est-à-dire, pour approcher d'une certaine réalité du ressenti, questionner les éducateurs de l'enfant, tous les éducateurs de l'enfant, entre guillemets, qu'il a dans la journée. 1, les parents. 2, l'enseignant. 3, l'animateur. Et poser les mêmes questions. Si les 3 répondent de la même façon, vraiment, on peut penser qu'on n'est pas loin de la vérité. S'ils répondent différemment, eh bien là, je dirais que c'est vraiment de l'interprétation. À propos de la fatigue, hein. Donc vous avez... Et puis, avec des propositions à chacune de ces études. Les 3 communes, c'est la 1, 2, 3. La 1, c'est une commune du Pas-de-Calais, 45 000 habitants, CSP bien réparti, équilibré. Population défavorisée, population CSP moyenne, CSP cadre. La 2, c'est une grande ville du nord de la France où il y a 40% d'écoles qui sont en zone prioritaire. Et la 3, c'est une petite commune de la région parisienne, 20 000 habitants, où il n'y a que une très grande majorité de cadres sup et de professions libérales. Donc qu'est-ce que vous remarquez là? C'est l'enquête aux parents. Voilà, on a posé la question aux parents. Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça facilite la participation des parents à la vie de l'école, améliore les compétences physiques? Bon, vous le lisez aussi bien que moi. Et ce que vous remarquez, c'est selon les lieux, les réponses, bien sûr, des parents sont différentes. Vous regardez... Vous voyez, on est allé très loin parce que c'est développer, par exemple, l'autonomie et la prise de responsabilité, développer la tolérance et la solidarité entre enfants. Et quand on pose la question aux 2 autres, vous verrez les différences. Mais je vais aller vite parce que ça, c'est l'impact, par exemple, sur le goût des enfants. Là, on a posé la question uniquement aux parents. Est-ce que cette organisation, cette organisation, c'est la 3e, c'est la ville de cadre, profession libérale. Hein. Donc, il y a eu un impact, réellement. Il faut dire que ce qu'ils proposaient, c'est extraordinaire. Hein. Entre les visites de musées, les pratiques d'art plastique, en faisant venir les grands artistes, ils ont mis un paquet, ils ont mis je dirais, les moyens très importants, architectes, etc., dans les écoles. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est appétence culturelle et sportive. On voit, oui, ça a augmenté le goût des enfants c'est les parents qui répondent. Hein. Alors, je me suis fait un petit plaisir tout de même, et puis ça fera un plaisir à mon collègue. Je me suis dit, mais peut-être que ça a amélioré l'appétence pour l'histoire, la géographie. Ah ben oui, bien sûr, vous voyez, ce bain culturel, ces déplacements dans la région parisienne ou en bord de mer, etc. Eh ben, j'ai été déçu, hein, parce que l'appétence pour
l'histoire et la géographie, elle n'en a pas tellement bénéficié dans cet exemple. L'impact, là, c'était fort, puisque la ministre l'a repris, et en conférence de presse, elle a cité, elle a présenté ces tableaux. C'était fort, pourquoi? Parce que, est-ce que l'impact était plus fort en éducation, dans les écoles à éducation prioritaire que les autres? Là, vous avez vraiment... Alors, ZEP et ZEP, ça n'existe pas chez vous. Bon, on peut dire éducation prioritaire et non éducation prioritaire. Vous remarquez qu'améliore le climat de l'école, par rapport en ZEP, la proportion est beaucoup plus importante qu'en OZEP. Vous voyez, pour les enseignants, ça améliore le climat scolaire à 40%. Et en OZEP, ils répondent oui à 16%. C'est du 3 fois plus. Du 2 fois et demi plus. Et le tout à l'avenant. Vous avez diminué les incidents. Vous voyez, le fait d'être en aménagement du temps scolaire, c'est là dans le cas précis, l'articulation avec le périscolaire, elle vient diminuer les incidents et les conflits. Selon les animateurs, selon les enseignants et selon les parents, beaucoup plus dans les écoles en zone prioritaire que dans les écoles lambda. Développe confiance et affirmation de soi. Bon, pareil, je vous laisse lire. C'est incroyable. Et attention, c'était de mémoire, c'est pas des petits chiffres, hein, je veux dire par là que les parents qui ont répondu, c'était 70% des parents de cette ville qui ont répondu. Cette ville moyenne, ils avaient mis tous les moyens en route, en place. Je veux dire, ils ont questionné, ils ont envoyé le questionnaire aux familles. Les familles qui n'avaient pas d'ordinateur, de numérique, ils pouvaient les remplir sur place. Il y avait le personnel de la commune qui était mobilisé pour arriver à, je dirais, une sensibilisation complète des familles dans cette ville-là. Impact sur la vie familiale. Alors ça, on a vu les impacts sur les élèves, on a vu les impacts sur l'école, mais on voit aussi les impacts sur la vie familiale qui ont été très importants. C'est-à-dire, la question, est-ce que ça modifie votre rythme de vie quotidien? Vous, la mère, vous le père, vous les frères et sœurs, vous les grands-parents. Ben, vous voyez, c'est une révolution quelque part. Pas une révolution, c'est un choc. Et on est obligé de s'adapter par rapport à cette nouvelle organisation. Grosso modo, c'est cette nouvelle organisation, c'est ils sont libres le mercredi après-midi, ils sortent à 14h45 ou 15h chaque jour, faut s'organiser, et l'organisation, eh ben, c'est la famille qui prend en charge. Et puis un autre point, bon, c'est bien beau de dire que ce sont les activités périscolaires qu'on appelle ici des NAP, nouvelles activités péréducatives, qui fatiguent le plus les enfants dans la réforme. Mais je me suis permis de poser la question aux parents, est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont... Comment considérez-vous les autres moments de la journée à l'école? Sont-ils fatigants ou pas? Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'accueil du soir, alors d'un côté vous avez la maternelle en bleu sombre et l'élémentaire en bleu clair. Vous remarquez que la restauration, c'est un moment fatigant pour les parents. Ils considèrent que c'est un moment fatigant pour les enfants. Équivalent. Pour l'accueil du soir, je dirais c'est le moment le plus important, le plus fatigant. Les nappes, elles alors qu'elles sont sujets à toutes les critiques, eh ben, elles ne fatiguent pas plus, d'après les parents, que les autres moments. Donc, vous voyez, c'était une façon de dire, bon, objectivement, voilà ce que pensent les parents, et c'est pas la peine de se focaliser sur les nappes. Il y a d'autres moments dans la journée où les parents considèrent que c'est fatigant, et si ce n'est plus fatigant que les nappes. Ça, c'est la commune défavorisée, la 3.
Temps de présence à l'école. Alors là, c'était une découverte pour moi. On n'avait pas de chiffres, hein, même nationaux. Alors pour la 1, vous voyez, 40 heures et plus, 12%. Mais pour la 2, vous avez 27% des enfants, là dans le cas précis, qui font 40 heures et plus de présence, j'ai bien dit de présence, à l'école. Entre le matin, la restauration, le soir, plus le périscolaire, c'est monstrueux, quelque part. Et quand vous avez ces chiffres devant vous, et que les élus locaux les ont eus, je dis, mais là, il serait temps de faire une concertation avec les parents et les familles, trouver des solutions. Là, c'est intéressant dans le sens où j'ai croisé la CSP des parents, la profession des parents, avec le temps de présence à l'école des enfants. Une chose qui éclate, ce sont les enfants de cadres, chefs d'entreprise, qui sont le plus longtemps à l'école. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ou du moins ce que certains pensent. Donc ça, c'était pour terminer. C'était à l'issue de ces travaux, on faisait des propositions pour les 3 communes. Hein. Grosso modo, j'ai résumé quelles propositions on avait fait au maire et, dans le cas précis, à l'inspecteur d'académie, parce que le projet était toujours monté avec l'IDEN ou l'inspecteur d'académie et le maire. Le projet d'évaluation. Hein. Donc, formation commune, des enseignants élus, parents, animateurs pour faire monter le projet et ou même le suivre. Ça semble important et évident même. Information et responsabilisation des parents. Développement physiologique, psychosociaux et rythme de vie des enfants. Ne pas continuer comme on était parti sur la maternelle. Pourquoi? Parce que la maternelle, je vais l'expliquer, c'est particulièrement délicat. Donc, faire Alors, certaines communes avaient commencé, je pense à Strasbourg. Strasbourg avait commencé avec les maternelles, billes en tête comme l'élémentaire. Au bout d'1 an, la maire adjointe de Strasbourg est revenue en arrière en disant on arrête, je retire les maternelles du dispositif et on va faire 1 an de réflexion pour mettre en place de vraies activités périscolaires qui ne doublent pas l'activité de l'enseignante, parce que l'enseignante en maternelle, je dirais, a une façon de procéder à des objectifs qui, quelque part, rejoignent du périscolaire, notamment sur les apprentissages sociaux et autres comportements. Et au bout d'1 an, elle est revenue avec son projet et ils ont remis, si vous préférez, ce wagon dans l'opération. Et études ATS et impact sur vie économique, sociale et familiale, voir en quoi, et ça on l'ignore, hein, en quoi les entreprises, ça a modifié bien sûr, à partir du moment où les salariés et les personnels d'une entreprise sont touchés, il y a un impact obligatoirement sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'ont fait les DRH et les directeurs de ressources humaines, le management, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à cette nouveauté, notamment tout simplement le mercredi matin et la libération des élèves à partir de 15h ou 15h15 ou 15h45 pour ceux qui n'allaient pas en ATS. Donc voilà, entreprise, commerce, transport, services municipaux, rythme vie professionnelle, vie familiale. Je racontais en aparté tout à l'heure, il y a une étude qu'a fait par Sciences Po, une étude sur le travail des femmes, qui a montré que le fait de rétablir le mercredi matin permettait aux femmes cadres, je dirais, de retrouver un déroulement de carrière normal. Et c'était montré d'une façon éclatante par rapport aux exemples que cette étude donne. Vous voyez? Donc toutes les conséquences de ce sujet. Je crois que j'ai terminé. Conclusion, perspective. Éducation partagée. L'éducation partagée, c'est avec la communauté éducative, avec les parents, mais aussi l'articulation apprentissage scolaire, fondamentaux et périscolaire.
trouver la bonne articulation, le bon projet, le bon axe, c'est un des points importants. Contrat qualité. Ce que je propose, et j'ai rencontré le directeur de cabinet du ministre, ce que je propose, c'est ce qui existait avant, jusqu'en 98. C'est-à-dire que on acceptait les projets en fonction de leur qualité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fallait que les projets respectent un certain, je dirais, un certain nombre d'objectifs et qui s'engagent à les respecter. Et s'ils ne respectaient pas, ils n'étaient pas acceptés. Et in fine, tous les projets avant 98 étaient évalués. C'est-à-dire qu'on retirait tout simplement la subvention. Parce qu'on a assisté à des phénomènes mais incroyables à partir de 2013. Des maires qui se lançaient avec l'accord du conseil d'école dans les rythmes scolaires, qui disaient créer des activités périscolaires, qui touchaient la subvention importante, par tête d'élèves, et qui ne faisaient strictement rien, ils faisaient de la garderie. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un certain nombre de maires de droite et de gauche, qui faisaient du fric à partir de cette opération. Donc l'évaluation est intimement liée à ce type d'opération. Et pour terminer, rappelez toujours, et ça c'est pas facile, la priorité, le bien-être et la réussite de l'enfant. Merci de votre attention. On peut prendre quelques questions si vous voulez. Tout d'abord, bonsoir monsieur, dame. Je voudrais vous remercier pour votre exposé. Je me présente. Je m'appelle Daniel No, je suis PEGC Technologie en retraite sur le territoire depuis 1990, d'accord. Et donc, à la fin de votre exposé, vous faisiez 4 propositions. Moi, à votre place, avec tout le respect que je vous dois, j'ai une proposition qui regrouperait toutes les vôtres et qui s'appellerait un institut pédagogique national. J'ai enseigné en Algérie au lendemain de l'indépendance, en 1964, pays qui avait vu partir beaucoup de pieds noirs, etc. Et donc, après des années de guerre, peu d'enseignants voulaient aller exercer au titre de la coopération en Algérie. Conclusion, le gouvernement algérien à l'époque s'est trouvé devant la situation suivante, une démographie galopante et pas d'enseignants. Conclusion, le président de l'époque, Ben Bella, était obligé de faire appel à des gens qui avaient niveau CM2 pour devenir enseignants. On les appelait des moniteurs. À l'époque de De Gaulle, juste avant l'indépendance, De Gaulle avait fait la paix des braves, donc il avait construit des écoles, mais on était dans la période des Glorieuses, et conclusion, les gens allaient dans l'industrie, on ne rentrait pas dans l'enseignement, dans l'industrie, vous aviez salaire double par rapport à l'éducation nationale. Donc, De Gaulle voulait avoir des enseignants en Algérie, il a fait appel à des gens qui avaient le brevet des collèges aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque BEPC. Et ces gens-là, qui sont partis en Algérie, on les appelait des instructeurs. Donc, l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, avait des moniteurs niveau CM2, des moniteurs, des instructeurs niveau BEPC, niveau 3e, et quelques enseignants algériens qui avaient le baccalauréat, et un certain nombre de coopérants dont je faisais partie. Ben Bella, un homme intelligent, je pense, s'est rendu compte de la difficulté de son pays face à l'éducation nationale. Par conséquent, il a fait appel à l'UNESCO, d'accord, qui lui a répondu en disant, si vous voulez, on va créer un institut pédagogique national de façon à créer une méthode de l'enseignement du français en Algérie. C'est ce qui s'est fait.
et ça a été merveilleux. Et j'étais enseignant à l'époque à Béjaïa, avant l'indépendance, ça s'appelait Bougie, à Béjaïa, et j'étais le premier coopérant, j'avais 25 ans à l'époque, j'étais le premier coopérant à utiliser cette méthode qui était faite soi-disant par des Algériens. Donc, pour beaucoup de gens, c'était une méthode qui était nulle. Non. Par l'intermédiaire donc de l'UNESCO, les gens qui faisaient partie de l'Institut pédagogique national venaient du monde entier. C'était des francophones, il y avait des linguistes, des grammairiens, etc., etc. Et ils ont créé une méthode. Et j'étais le premier enseignant français coopérant à utiliser cette méthode sur Béjaïa. Et malgré ma jeunesse, j'avais à l'époque des collègues qui avaient 40, 45 ans, qui avaient des CM2, et vous qui connaissez bien l'enseignement, autrefois les instituteurs qui avaient des classes de fin d'études ne présentaient pas tous les élèves. Hein. Donc il y avait des CM2 où on mettait tous les bons élèves, mais malheureusement, comme la démographie était galopante, tous les élèves ne pouvaient pas rentrer en sixième. En gros, il y avait 30% des élèves au niveau de toute l'Algérie qui rentraient. Et moi, le jeune enseignant que j'étais, qui avait j'étais pas passé par l'école normale, j'avais 100% d'admis au concours d'entrée en sixième. Et mes collègues de 40, 45 ans, qui étaient des maîtres chevronnés, mais qui ne voulaient pas prendre la méthode de l'Institut pédagogique national, avaient leur méthode et avaient 25, 30, 35%. Donc, je m'adresse à vous, la jeunesse calédonienne. Je pense qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui. L'enseignement est un domaine fondamental pour la Calédonie de demain, je crois. Ça me paraît très important. C'est une richesse. L'éducation nationale, c'est une richesse. Donc, c'est à vous, je crois, de réfléchir à comment on va enseigner demain en Algérie. Et je pense que ce pays, qui est un modèle dans un certain nombre de domaines, pourquoi ne pas créer, pourquoi ne pas créer un institut pédagogique national? Donc, c'est dans vos mains, à vous de voir comment ça pourrait se faire. Voilà. Merci. On va essayer de prendre d'autres questions, si vous le voulez bien. Bonsoir à tous, je me présente Pierre Galéa, je suis enseignant en mathématiques. J'adhère entièrement à votre solution d'écourter la journée de nos enfants. Et j'ai connaissance de l'éducationnel qui conventionne des écoles aux mêmes latitudes qu'en Nouvelle-Calédonie et dans lesquelles il fonctionne déjà de cette manière-là, c'est-à-dire de commencer les journées, que ce soit la maternelle à l'école élémentaire ou bien au collège, à 7h45 et terminer à 2h30. L'éducation nationale accepte, et conventionne et subventionne. Ça fonctionne depuis des décennies, et pourquoi on ne le fait pas en France métropolitaine? Je parlais que ça se passe dans l'océan Indien à Maurice. Une réaction, monsieur Fotinos? Bien. Mon propos liminaire, vous indiquant que c'est un sujet et un dossier explosif, mais vraiment explosif. J'ai souvenir d'un ministre à qui j'avais présenté les circulaires aménagement du temps, et il se trouvait que le ministre de la Jeunesse et des Sports voulait absolument continuer. Et le ministre me disant, mais M. Fotinos, votre dossier c'est un véritable cactus, je lui mettrai jamais les doigts. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'un côté, vous aviez le ministre de l'Éducation nationale qui refusait de continuer la politique d'aménagement et même qui voulait l'arrêter. D'autre côté, vous aviez un ministre de la Jeunesse et des Sports fringant, partant, un certain Guy Dru. Guy Dru, vous vous souvenez, notre champion olympique sur le 110 haies, qui voulait vraiment faire de la France un exemple. Et son projet à lui, à Guy Dru, c'était, grosso modo, mais ça respectait pas la chrono, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça avait l'avantage tout de même de généraliser l'activité sportive et culturelle, c'est-à-dire matin, activité fondamentale, et après-midi, activité sportive et activité culturelle. Il a lancé l'opération et le ministre ne pouvait pas dire non. Pourquoi? Parce que à cette époque-là,
le président de la République, c'était M. Chirac. Qui était Premier ministre? Juppé. Donc, le RPR de l'époque était partisan, et de l'autre côté, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça pour vous dire que c'est vraiment politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Que la politique d'aménagement du temps scolaire a été menée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et on a lancé 120 sites pilotes qui ont fonctionné, je dirais, de l'élémentaire jusqu'au lycée. Et ça a été une réussite, et lorsqu'il y a eu une alternance politique, c'est retombé. Tout ça pour vous dire que, à mon avis, ici, je pense qu'il faudra plutôt vous concentrer sur votre territoire, c'est-à-dire que peut-être qu'il y ait une réflexion d'ensemble par rapport à ce que je vous ai dit. Vous prenez les exemples de ce qui s'est passé, les impacts, et peut-être qu'un projet néo-calédonien d'aménagement du temps, toujours en marquant je dirais vraiment le point, c'est-à-dire l'aménagement du temps, c'est un équilibre. Mais en même temps, derrière, il y a deux éléments. Il y a la qualité de vie au travail, pas uniquement des élèves, mais un aménagement du temps réussi, c'est la qualité de vie au travail de l'enseignant. Je vais vous donner un autre exemple. Épinal. Épinal, en France, c'est une petite ville de 15 000 habitants, mais qui avait un maire très célèbre. Et un maire, une pointure politique, moins qu'on puisse dire nationale, c'est Philippe Séguin. Philippe Séguin, on se rencontre, voulait mettre en place un dispositif de type que j'ai évoqué, c'est-à-dire DRU. Alors, on monte l'opération pour sa ville, ça lui coûte très cher, puisque tous les après-midi sauf un sont financés par la collectivité locale, en sport et en culture. Mais en même temps, aux enseignants, ils mentent 3 heures par jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, de toute façon, on va développer éventuellement sur la semaine, mais aussi, il faudra rogner obligatoirement les vacances. Donc, dans l'expérience d'Épinal, on a rogné. C'est-à-dire qu'on a dépassé le 14 juillet, ils sont partis vers le 15 juillet, et grosso modo, ils ont eu à peine un mois de vacances d'été. Ils sont venus le 20 août. Et j'ai bien mis en bas du contrat ou de la circulaire avec Épinal que l'équipe éducative, plutôt l'équipe d'enseignants, pouvait revenir chaque année sur le projet. Vous voyez, j'avais pris les précautions. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette conception de l'organisation de l'aménagement du temps s'est révélée positive pour tout le monde, et notamment pour les enseignants. Et les enseignants, malgré qu'on leur sucre 20 jours de vacances, n'ont jamais voulu revenir à la situation antérieure. Pourquoi? Ils éprouvaient un bien-être, une qualité de vie totalement différente. Donc, vous voyez, on peut l'aborder sous différents angles, mais celui-là me paraît, je dirais, imparable. Ça améliore la qualité de vie des adultes, améliore la qualité de vie des élèves. Et alors, en plus, derrière, vous voyez que les résultats et le comportement sont modifiés. Moi, c'est des pistes que je vous donne. La collectivité, à mon avis, pourrait partir peut-être sur des expérimentations à partir de ce que je viens de dire. Pas tout le monde, mais ceux qui veulent partir, il faut que les gens soient volontaires et vraiment construisent leur projet. Ça, je suis venu un petit peu pour vous donner un panorama de ce qui a existé, de ce qui n'a pas marché, de ce qui pourrait fonctionner, et des pistes. Et à travers tout ça, vous faites votre opinion et vous essayez de monter des projets solides. Là, on a les responsables de la province, on a l'ESP, vous avez évoqué aussi le gouvernement, qui, à mon avis, est en train de réfléchir sur ce sujet-là. Mais en même temps, je vous le rappelle, c'est un sujet délicat. Parce que derrière, vous avez les forces économiques, les forces sociales, je vous l'ai bien démontré là, et puis tout simplement la vie familiale. Donc c'est tout aménagement du temps scolaire, il faut vous mettre ça dans la tête, obligatoirement sera un compromis. Je veux dire que ce que je veux dire, l'objectif unique, essentiel, la qualité de vie des enfants, la réussite des enfants, à un moment ou à un autre, obligatoirement, deviendra secondaire. Vous voyez, par rapport
en fonction du projet, mais c'est essayer de concilier les inconciliables. En plus, les adultes sont de plus en plus, avec la société évoluant, vous l'avez remarqué, sont de plus en plus égoïstes. C'est-à-dire que, d'abord, ma vie, mes loisirs, mon boulot, et le gosse après. Certains, je dirais, vous le voyez tous les jours, ça, dans vos classes, dans vos écoles, vous verrez que les parents se déchargent en grande partie, bon, un certain nombre de parents se déchargent sur l'école, à eux de faire tout. Donc vous voyez, ça va pas être facile de faire passer une modification du temps de vie familiale. Mais il y a toute de la persuasion, et si vraiment, dans chaque parent, il y a tout de même, il existe, à mon avis, ça existe cet amour des enfants, et puis cette priorité de nos enfants, vous arrivez je dirais, à la matérialiser à travers un projet, c'est génial. Mais c'est pas facile. Merci. On a une autre question? Oui, merci. Moi, Sophie Piccinini de l'Union des groupements des parents d'élèves, donc version parents. Je suis pas tout à fait d'accord sur le dernier point. Vous dites que ça peut être les parents justement qui freinent dans ces projets-là, puisque nous, l'Union des groupements des parents d'élèves, ça fait plusieurs années qu'on porte le projet justement de modifier en profondeur l'aménagement du temps scolaire. On a fait récurremment des demandes au gouvernement, aux provinces. Et je vous interpellais pour savoir, ça va peut-être avec la demande du monsieur de tout à l'heure, justement si vous étiez au courant s'il y avait des études, parce que de chronobiologistes, psychologues ou pédiatres, mais de l'hémisphère sud, parce qu'on nous dit toujours, on leur dit mais vous avez déjà des études au gouvernement, la preuve, vous en êtes la preuve. On nous dit oui, mais ça concerne l'hémisphère nord. Ici, on est différent. On peut pas prendre ces études en compte. C'est ce qu'on nous a répondu souvent. Donc, je voulais savoir si vous aviez des études qu'on pouvait donner au gouvernement, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites. On sait que dans le Pacifique, ils n'ont pas le même rythme, que ce soit Australie, Fidji, Vanuatu. Donc, aussi, on est à l'université ici. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a travaillé là-dessus pour qu'on étoffe justement les études pour le gouvernement, pour les provinces, pour qu'on avance, parce qu'on est un petit pays, un petit territoire, et ces projets pilotes peuvent se faire. C'est hyper intéressant de les mettre en place, et assez rapidement, en fait. Alors, si on parle uniquement de la chronobiologie, non mais je dirais, sur la chronobiologie, quel que soit l'endroit du monde où vous vivez, notre corps fonctionne de la même façon. La chronopsychologie, c'est différent, puisque c'est la chronobiologie qui est en rapport avec une organisation sociale, une organisation scolaire. Là, on a des études, et il est fort possible que cela, dans l'hémisphère sud, soit différent, mais il faudrait faire les études. Il n'y en existe pas. Donc, par rapport à ce que vous dites, moi je pense que vous avez un projet innovant à monter, mais toujours en pensant qu'il faudra faire des compromis. À moins que vous réussissiez à trouver une école ou des écoles qui sont partantes sur un projet construit en commun, hein, parents, enseignants, directeurs, et puis aide de la collectivité locale pour des partenaires de type sociologue, psychologue, etc. Là, l'université peut prêter son concours à l'élaboration du projet. Et à partir du moment où vous avez tout de même la présence, l'aide, le support d'universitaires, ça passe beaucoup plus facilement auprès d'une administration. Mais là, c'est de l'innovation, c'est inventé par rapport à par rapport à vos situations. Moi, je ne les connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est sur le chrono, vous soyez petit espagnol, petit anglais, petit allemand, petit français, ça fonctionne pareil. Les moments de vigilance sont les mêmes. Ça, j'ai mon collègue François Testu qui a fait ses études dans toute l'Europe. Même résultat. Merci, on a une question. Oui, question ou appréciation. Waouh. Moi, je dois dire, avec tout le respect que je dois à Monsieur Fotinos, c'est que je n'ai pas été intéressé. J'ai pas été intéressé par votre exposé. Pourtant, je suis passionné par les questions scolaires et je suis passionné par l'amélioration de notre système scolaire. Oh, salut à tous. Non, je ne crois pas que la solution
de la situation de l'école nationale métropolitaine comme de notre école ici en Nouvelle-Calédonie passe par des aspects techniques tels que vous les avez proposés. Et je crois que tout ce que vous avez raconté dans la chronologie, ça montre pourquoi on est dans cette situation. Vous avez été intéressé alors, puisque vous avez écouté cette chronologie. Oui. C'est important pour moi. Il y a des éléments bien sûr qui abondent dans mon sens. Je veux dire, tous ces efforts ministériels, les énergies qui sont mobilisées pour une chose tout à fait fondamentale, d'ajouter un quart d'heure, une demi-heure à la journée de cours, ou des choses aussi basiques que celles que vous avez proposées, que celles que vous avez décrites, pour ensuite être remises en cause par un autre ministre. Bon, je ne crois pas que la solution elle soit là. La solution elle est, entre autres, dans le fait que notre école soit moins inégalitaire, moins sélective, et où est-ce que les enfants, depuis leur plus jeune âge, sont baignés dans un bain. Je veux dire, là on est sur quelque chose de fondamental. Sont baignés dans une atmosphère où ils ont du choix, où ils ont de l'autonomie, où ils ont de la responsabilité. Bon, on pourrait développer, c'est très long tout ça. Mais ce que l'on peut retenir de notre école, Monsieur Fotinos, mais il y a des spécialistes ici, peut-être dans la salle, c'est une école verticale, où les inégalitaires, où lorsqu'à la base il y a énormément de gens qui rentrent, au sommet, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde, ce sont toujours les représentants de la même classe. C'est là-dessus qu'il faut effectivement lutter. C'est là-dessus qu'il faut améliorer le système scolaire. Alors je sais pas si j'ai été compréhensible par tous. Voilà, mais enfin, j'attendais beaucoup mieux. Et si vous êtes venu ici pour apporter des éléments de réponse à la situation de notre système éducatif en Calédonie, je pense que, de mon point de vue, je ne vais pas retenir grand-chose. Merci. Merci, je ne voudrais pas encombrer votre esprit, parce que je crois qu'il est vraiment un petit peu étroit, me semble-t-il. À propos de... C'est faux. Je veux dire par là que ce que je vous ai présenté, c'est une démocratisation possible des activités sportives et culturelles. Combien de gosses qui se trouvent en ZEP n'avaient jamais fait, je dirais, d'activités sportives et grâce à cette politique, ont pu en faire et continuer. Et même après, là on a fait des enquêtes et des études très précises, je dirais, participer aux associations locales. Que ce soit la musique, que ce soit la danse, dans les milieux les plus défavorisés, ces gosses n'avaient jamais connu. Et là, avec cette politique d'ensemble, ils ont connu. Je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins pour ces gosses-là, ça a été une réussite. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du développement culturel, du développement de l'activité sportive, la réalisation de l'individu. On va pas attendre la révolution pour faire des choses. On continue à ce moment-là à ne rien faire. L'école, elle, est justement le lieu où on peut progresser. Je ne dis pas que malheureusement, tous peuvent progresser, mais à travers ce que je viens de dire, même s'il n'y a pas la réussite scolaire, il y a le contact avec cette culture. Vraiment. Et ça, je l'ai rencontré combien de fois dans les ZEP et les REP, et les REP+. Les parents, les ouvriers, les parents les plus défavorisés, mais quand vous voyez leurs réponses par rapport à ça, c'est extraordinaire. Le seul problème, il y a un problème, c'est quand ils iront au collège, et là, il n'y a pas de relais. Donc il faudrait faire la même chose au collège, continuer ce type d'activité gratuite. Donc c'est un progrès social, c'est un progrès culturel, et je pense que de ce côté-là, c'est une réussite. Bien. Merci Monsieur Fotinos, merci à tous. Je crois qu'on a épuisé les questions. Pierre-Yves, pas de questions là-haut non plus. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Encore un grand merci à vous pour bien avoir voulu nous accorder de votre temps, Monsieur Fotinos. Bonne soirée à tous. Ce fut un plaisir.